Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce nouveau webinaire que j'ai l'honneur et le plaisir de partager avec le professeur Jean-Michel Donnier de l'Université de Namur pour vous parler de l'avancée de notre campagne de vaccination et surtout pour la façon dont la nouvelle arrivée du vaccin AstraZeneca va nous permettre d'accélérer le mouvement et de couvrir plus vite la population wallonne, enfin la population belge dans son ensemble, mais évidemment ce qui me concerne, c'est bien de la Wallonie que je me charge contre l'épidémie de Covid-19. Alors je vais vous partager mon écran. Voilà. J'espère. Alors là, non, attendez, excusez-moi, je crois que je fais les choses dans le mauvais sens. Je dois ressortir, je dois d'abord vous joindre, voilà. Voilà, et puis je peux mettre en plein écran. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Et donc, je vais passer très rapidement avec vous parce que je pense que les deux parties les plus importantes sont la partie du professeur Donnier et puis vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez déjà réagir dans la conversation et que nous essayons de consacrer un maximum de temps à prendre vos interrogations et essayer d'y répondre. Alors, pour réussir une campagne de vaccination, il faut un bon vaccin, il faut une communication adéquate et il faut une accessibilité aisée. Alors, le professeur Donnier va vous introduire AstraZeneca et vous montrer pourquoi c'est un bon vaccin pour compléter notre arsenal et atteindre nos objectifs de 70% de la population qui soit couverte contre la Covid-19. La communication, nous y sommes. C'est bien ce que nous sommes en train de faire avec vous aujourd'hui, à la fois puisque, comme première ligne de soins, vous allez très vite maintenant être invité à venir vous faire vacciner, mais aussi parce que, et nous en dirons un mot dans la fin de ma partie, vous êtes les principaux conseillers de la population et la façon dont vous serez informé aura un impact sur la façon dont vous pourrez informer vos patients, vos collègues, vos proches qui accordent tous une importance particulière à l'opinion des prestataires de santé. Et enfin, et je vais en dire un mot, tout le travail que nous menons actuellement pour ouvrir des centres qui soient d'une accessibilité aisée et d'une procédure qui permettent facilement à chacune et chacun qui désire se faire vacciner de l'aide. Alors, je ne reviendrai plus sur toute cette stratégie pour vous dire que nous sommes maintenant sur la vaccination de la première ligne de soins et que l'on prépare activement l'ouverture des centres ambulatoires pour vacciner en priorité les personnes de 65 ans et plus, mais qu'évidemment, à travers cette phase 2, c'est bien l'ensemble de la population de la Wallonie et au-delà de la Belgique que nous souhaitons inviter à se faire vacciner le plus vite et le plus possible. Alors, nous sommes à la fin de cette première phase. Les hôpitaux sont pratiquement couverts en ce qui concerne leur première dose. Les institutions collectives de soins sont en pleine phase de vaccination. Les maisons de repos sont pratiquement finies et nous entamons le dernier groupe de cette première phase 1A qui sont les professions d'aide et de soins de santé, tout en préparant, je vais en dire un tout petit mot, les centres ambulatoires pour les 2,5 millions de Wallons qui seront ensuite invités à se faire vacciner. Nous en sommes ici, la phase qui vous concerne. Donc nous commençons vendredi
par un test pilote en première ligne, et dès lundi prochain, les centres de vaccination pour la première ligne vont commencer à accueillir en grand nombre chacune et chacun d'entre vous qui souhaitera se faire vacciner. Ensuite, nous ouvrirons les centres pour la phase 1B, la population générale prioritaire. Et puis, et là, il y a deux lignes parce que nous sommes évidemment toujours tributaires de l'approvisionnement en vaccins. Si les vaccins arrivent assez vite, nous devrions toujours, au dernier calcul que nous avons fait ce matin, être capables de boucler l'ensemble de la vaccination de la région wallonne pour la fin du mois d'août. Si les vaccins traînent, ben, il nous faudra évidemment prolonger. Alors, voilà un petit peu où nous en sommes. C'est la fin de la vaccination des maisons de repos. Nous sommes maintenant à presque 7000 vaccins délivrés dans les structures d'accueil, et nous terminons le personnel exposé dans les hôpitaux avec une activité qui est un peu plus faible cette semaine parce que c'est les deuxièmes doses en beaucoup d'endroits et que AstraZeneca prendra son envol dès la semaine prochaine après un test que nous sommes en train de réaliser. Vous savez déjà que vous formez un groupe important, 120 000 professionnels, à la fois médicaux, paramédicaux et professions d'aide et de soins, qui vont être invités par courrier papier, courrier électronique et SMS lorsque cette information nous est connue, pour vous inviter à bloquer un slot de rendez-vous dans un centre proche de votre domicile identifié par code postal, et ainsi de pouvoir vous donner la première, et quelques semaines après, on va en parler avec les vaccins, la seconde dose pour vous protéger au mieux. Alors, la disponibilité d'AstraZeneca va nous faire démarrer cette vague avec les moins de 55 ans, parce que nous sommes actuellement en très forte pénurie de Pfizer et de Moderna, et donc nous n'avons pas aujourd'hui les doses qui nous permettraient d'avancer efficacement chez les plus de 55 ans, mais ça va prendre 2 semaines à donner les premières doses d'AstraZeneca aux personnes dans ces groupes de moins de 55 ans, de moins de 56 ans pour être tout à fait exact, parce qu'évidemment dans mon tableau ici, les 55 ans n'ont plus droit à la vaccination, ils ne sont ni là ni là. En fait, ils sont ici, c'est plus de 55 ans pour lesquels, avec 2 semaines d'accumulation de doses supplémentaires, nous aurons ce qu'il faut pour les personnes de plus de 55 ans, et nous aurons le 3e groupe qui sera mêlé à ces 2 vagues, et en 8 semaines, tout le monde aura été vacciné lorsqu'il a le vaccin Pfizer. Pour le vaccin AstraZeneca, nous allons voir avec le professeur Donnier, ce sera un peu plus long puisque l'espace entre les 2 doses est plus long pour avoir une protection maximale. Alors, pour ce faire, vous serez appelé dans un centre qui, vous voyez, sont répartis dans l'ensemble de la Wallonie et qui, en général, sont opérés par la combinaison d'un hôpital qui dispose d'un stock de vaccins et un centre de médecine générale de la région qui s'est mobilisé pour aider à la vaccination. Alors, ce n'est pas toujours c'est le profil le plus fréquent, mais il y a un certain nombre d'hôpitaux qui vont vacciner la première ligne de la même façon qu'ils ont vacciné leur propre population, qu'ils vaccinent leur propre population exposée. Et puis, il y a un certain nombre d'endroits où c'est la médecine générale qui fonctionne toute seule. La banque de données nous permet de vous identifier et de vous affilier à un centre de vaccination. Avec ces données, vous recevrez une invitation par poste et par moyen électronique pour vous loguer et prendre rendez-vous pour les 2 vaccinations. Et puis, il vous suffira de vous rendre avec les documents qui seront repris dans le courrier postal et dans l'invitation email au centre de vaccination aujourd'hui pour être vacciné.
après vous, dans des centres qui seront un peu plus répartis sur l'ensemble du territoire et dont la finalisation est en cours là maintenant, nous inviterons l'ensemble de la population dans 40 centres complétés par des centres de proximité, là où il y a des trous dans la carte wallonne, trous qui sont dus à des zones de densité de population plus faibles, mais que nous voulons néanmoins couvrir avec des centres itinérants. Alors, pour convaincre et informer, 3 grandes caractéristiques: essayer d'être autant que possible cohérent dans la communication, malgré notre lasagne institutionnelle qui, il faut bien le reconnaître, est assez compliquée et peut-être pas la plus optimale. Prioriser les personnes les plus exposées, c'est bien pour ça qu'on a commencé par les maisons de repos et puis par le personnel de santé et de soins dont vous faites partie. Et enfin, une agilité. Vous avez perçu qu'en un mois, nous avons 7 fois été confrontés à des changements de livraison de vaccins qui nous obligent chaque fois à recalculer le tableau du planning, à recontacter les partenaires et à s'adapter à une situation qui, de notre point de vue, continuera à être compliquée dans les semaines et les mois qui viennent. L'agilité sera donc essentielle. On a fait toute une série d'outils, on a fait toute une série d'efforts, développé toute une série d'outils dont ce webinaire fait partie. Je ne vais pas les détailler, mais je vais vous montrer quand même que toutes les enquêtes montrent que depuis la fin de l'année passée, où on prédisait que la majorité de la population wallonne ne voudrait pas se faire vacciner, on voit aujourd'hui que l'adhésion à la vaccination est en pleine amélioration, que l'hésitation vaccinale est en recul, mais aussi, et c'est ce que montre le petit diagramme de droite, que le personnel de santé sont les principaux conseillers de la population générale. C'est vous qui pourrez faire de cette campagne de vaccination un succès auprès de vos patients, de vos clients, des personnes autour de vous, parce que c'est vous qui êtes les mieux écoutés. Donc on pensait qu'il était essentiel, maintenant que le nouveau vaccin nous arrive, de vous informer. Alors on voit que les sondages montrent que la vaccination progresse. Elle est toujours plus populaire en Flandre qu'en communauté française. Néanmoins, on voit que décembre, janvier marquent une amélioration de l'adhésion à la vaccination, et le dernier sondage de février des universités de Gand, de l'Université catholique de Louvain et de l'ULB montre un léger recul, ce qui montre qu'il faut continuer à être militant et actif pour convaincre de la vaccination. Néanmoins, quand on regarde les institutions, les maisons de repos et de soins, qui sont les institutions qui ont été vaccinées en premier, on a des raisons d'être optimistes, avec les semaines et les résidents qui passent de 76 à 86% d'entre eux qui se font vacciner, mais surtout le personnel, essentiellement des jeunes femmes actives qui sont le groupe de la population le plus hésitant à se faire vacciner. On est passé à peine d'un tiers d'intention de vaccination à 77% lors de notre dernier passage. Entre les deux, c'est le travail de conviction, l'information, la valeur de l'exemple qui a amélioré l'adhésion à la vaccination, et il va falloir continuer à être convaincant, à informer, à répondre aux inquiétudes légitimes des uns et des autres. On voit bien dans toutes les études que la confiance la plus élevée est vers vous, avec les acteurs du terrain. On a les meilleurs ambassadeurs de la vaccination, et donc c'est bien aussi dans ce but que nous pensons qu'au-delà de votre décision personnelle, il y a un engagement social sur lequel on veut vous
mobilisés. Voilà, on a avancé jusqu'ici grâce à vous, parce que quand vous voyez les chiffres des maisons de repos, on sait que les conseils de la première ligne ont été déterminants. Comme je l'ai écrit ici, il reste encore un petit peu de chemin à parcourir, mais on va y arriver. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Jean-Michel Donnier pour sa présentation. Jean-Michel, tu as la parole. Merci Yvon. Donc je vais charger ma présentation, si vous voulez bien. Voilà, est-ce que vous la voyez? Oui, c'est en ordre. Merci Philippe. Oui, on te voit très bien. Parfait. Donc, vaccination Covid-19 en Belgique. Donc moi, je vais un peu vous parler maintenant des vaccins disponibles, y compris le vaccin AstraZeneca, et du vaccin à venir, du vaccin Janssen, qui sont différents. Et donc cette slide-là, vous la connaissez bien maintenant, qui est le concept de l'entrée du virus dans la cellule avec cette fameuse protéine S, cette sous-unité S1 avec ce récepteur binding domain qui va interagir avec le récepteur ACE2 pour entraîner la réponse immunitaire de deux types. Humorale, ça veut dire présence et production d'anticorps, qui ne sont toujours pas reconnus, et c'est important de le mentionner, comme un marqueur d'efficacité du vaccin. Et donc, on ne s'amuse pas à faire une sérologie post-vaccinale pour voir si on a des anticorps élevés, y compris d'ailleurs des anticorps neutralisants qui sont plus difficiles à mesurer. Et encore moins, encore plus difficile, on utilise des cytométries, la mesure de lymphocytes T, notamment les lymphocytes T cytotoxiques. Le tout générant également des cellules mémoire, tant des cellules mémoire lymphocytes B et lymphocytes T qui permettent de reproduire des anticorps, notamment une réponse immunitaire en cas de second contact avec un virus. Alors, actuellement, on a certains vaccins qui sont sur le marché, et pas en Europe, mais des vaccins à virus inactivés. C'est notamment en Chine que deux vaccins sont particulièrement utilisés, notamment en Afrique aussi, en passant par le Maroc comme hub. C'est deux firmes qui commercialisent des vaccins à virus inactivés. On a également un qui est particulièrement développé, qui est sur la table de l'Agence européenne du médicament, qui est le vaccin Novavax, qui est une sous-unité protéique, qui est donc cette fameuse protéine S, qui est adjuvantée, qui va être actuellement évaluée par l'Agence européenne du médicament. Donc ça, c'est nouveau par rapport à des informations préalables. Et enfin, on a les vecteurs viraux non réplicatifs, les adénovirus, et il y en a 2, voire 3 sur la table de l'Agence européenne du médicament. C'est le cas du vaccin AstraZeneca qui a eu son autorisation, du vaccin Janssen et le vaccin russe Sputnik V, qui est également un vaccin adénovirus dont l'Agence européenne du médicament a annoncé que des avis scientifiques étaient déjà donnés et qu'il était en cours de discussion pour un dépôt de dossier au niveau de l'Agence européenne du médicament. Tout ceci dans un contexte également de vaccins ARN messager, le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, et un troisième vaccin qui est le vaccin CureVac est également en cours de développement et devrait arriver également sur le marché belge à un moment donné, certainement dans le courant du fin du premier semestre ou début du deuxième semestre. Et donc, ceci nous amène à des vaccins qui sont aujourd'hui en Belgique soit autorisés via la Commission européenne, c'est le cas du vaccin Pfizer, du vaccin Moderna, donc les deux vaccins ARN. Le vaccin AstraZeneca a été autorisé, je vais vous en reparler, et le vaccin Janssen devrait être, on l'espère, autorisé fin du premier trimestre et pourrait être disponible, on l'espère également en Europe à partir du mois d'avril. Le vaccin CureVac, c'est un peu différent. Vous voyez qu'il est en rolling review à l'Agence européenne du médicament depuis le 12 février 2021. Et le vaccin Novavax, qui est ce fameux sous-unité protéique, qui est également sur la table de l'Agence européenne du médicament. Et donc, il y a fort à parier que, et on espère que si tout se passe bien pour ces vaccins, que la complexité des vaccins et le type de vaccin sera encore différent quand on refera une discussion, peut-être dans un mois et demi, à partir du mois d'avril avec Janssen et éventuellement avec Novavax et CureVac de façon supplémentaire dans les mois à venir également. Alors, toute une série de ces vaccins ont fait l'objet d'acquisitions via la Commission européenne, de contrats dont on a beaucoup entendu parler dans la presse, plus d'ailleurs et malheureusement pour des problèmes de transparence que pour l'intérêt de pouvoir disposer d'achats groupés, mais Pfizer est maintenant monté un nombre de doses pour la Belgique qui a nettement augmenté par rapport aux contrats initiaux, puisque
On est à 12,5 millions de doses. Moderna, 3,8 millions de doses supplémentaires ont été achetées également par la Belgique. 7,5 millions de doses AstraZeneca, 5 de Janssen, 2,9 de CureVac et Novavax est en cours de discussion avec la Commission européenne. Alors tous sont à 2 doses à l'exception du vaccin Janssen qui est à 1 dose et ils ont effectivement des efficacités différentes, mais on va revenir sur la nature de ces efficacités. Alors quand on parle d'efficacité globale, c'est toutes les formes d'efficacité, y compris notamment les formes sévères et les moins sévères. Le vaccin Pfizer est efficace à 95%, 94,1% pour le Moderna. Vous allez voir que le chiffre que je vais vous proposer ici, 59,5%, c'est la réalité d'efficacité globale du vaccin AstraZeneca. Mais on va voir, suivant le type de dose et suivant notamment le moment d'administrer la dose et après la première dose, quand on commence à avoir une efficacité. Vous voyez, le vaccin Janssen aussi a une efficacité globale de 66%, donc on est certainement dans la même configuration qu'AstraZeneca. Le vaccin Novavax, on a des différences d'efficacité suivant l'endroit où il a été étudié. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec les vaccins qui ont été administrés, les vaccins principalement Pfizer et Moderna, les rapports d'évaluation post-marketing en termes de sécurité, tant au niveau belge qu'au niveau européen, sont en ligne avec les événements indésirables qu'on a retrouvés lors des études cliniques. Donc, on n'a pas observé de surprise quelque part avec le post-marketing des vaccins, donc non seulement en Belgique, mais surtout au niveau européen, voire au niveau mondial. Et les 2 rapports mensuels qui sont publiés tous les mois de l'Agence européenne du médicament avec le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, n'ont pas mis en évidence de risques nouveaux dans la population, malgré des utilisations particulièrement importantes. Bien évidemment, le risque d'anaphylaxie est toujours présent, un cas à peu près tous les 100 000 avec le vaccin Pfizer, un peu moins avec le vaccin Moderna, mais tant les recommandations que le matériel et des lignes de conduite ont été proposées pour réduire ce risque s'il se développe, avec notamment le matériel et le suivi des personnes au moins 15 minutes après la vaccination, ce qui génère d'ailleurs dans les centres de vaccination une logistique un peu particulière et ce qui a amené justement aujourd'hui à limiter ces risques en termes de morbidité, même si l'anaphylaxie se présente. Alors, les données post-marketing sont particulièrement intéressantes au niveau de l'efficacité aussi du vaccin, par exemple le vaccin Pfizer. Et si vous vous rappelez bien, on a eu beaucoup dans les médias de recommandations comme quoi la Belgique ne vaccinait pas assez vite par rapport à ses pays voisins comme l'Allemagne. Et j'ai toujours répondu à ça, et le professeur Angler également, qu'il faut voir ça de façon dynamique et qu'il faut voir ça sur les semaines qui s'étalent. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la Belgique est à 4,68% au 13 février de vaccination et on rattrape l'Allemagne qui est à 4,74%, l'Italie 4,89%, l'Espagne 5,18%, la Suède à 4,53%, la France à 4,19%. Donc on est vraiment dans un peloton qui est logique puisqu'on dépend de l'arrivée des vaccins. Et le professeur Angler vous a expliqué la difficulté de l'approvisionnement, des modifications d'approvisionnement dont on fait face depuis la campagne de vaccination. Par contre, certains pays qui sont des petits pays comme Israël ont eu un nombre de doses beaucoup plus élevé, à des moments d'ailleurs un peu plus précoces et ont vacciné une proportion de la population qui est beaucoup plus importante, avec aujourd'hui des données d'utilisation assez significatives et des efficacités du vaccin assez intéressantes pour le vaccin Pfizer, avec une réduction importante des infections et des cas symptomatiques dans la population des personnes vaccinées, notamment les plus de 60 ans, où on voit vraiment également une réduction des hospitalisations. Et donc, effectivement, ce qui nous intéresse également, c'est les hospitalisations. Alors, le vaccin AstraZeneca a un profil particulier, puisque c'est un adénovirus donc d'origine de chimpanzé. Pourquoi de chimpanzé? Parce que ça permet d'éviter qu'avec des adénovirus dont on a déjà été en contact, qui permettent notamment d'entraîner des maladies assez légères, peu symptomatiques, comme un rhume par exemple, d'avoir des anticorps déjà produits contre cet adénovirus qui permettraient de limiter l'entrée de l'adénovirus dans la cellule. Donc l'adénovirus de chimpanzé n'ayant pas été en contact avec l'hôte humain, on ne retrouve pas des anticorps déjà présents, d'où l'utilisation de cet adénovirus de chimpanzé, bien évidemment qui est rendu inoffensif, mais par ailleurs qui contient le matériel génétique, l'ADN ici en l'occurrence, à la différence des ARN messagers, qui va en finale être transcrit et puis être traduit à partir de l'ARN messager en protéines, et cette fameuse protéine S. Et donc on a une libération de cet ADN, cette fois-ci dans le noyau, mais cet ADN ne rentre pas non plus, ne s'intègre non plus
pas à l'ADN de la cellule hôte. Donc ça, c'est important également. Donc on n'a pas de perturbation génétique du matériel génétique humain. L'ARN est ensuite transcrit, l'ADN est ensuite transcrit en ARN messager, et cet ARN messager va être traduit en protéines, fameuse protéine S de surface qui va se mettre en surface et qui va pouvoir être reconnue par des cellules présentatrices antigéniques, comme les cellules dendritiques, et entraîner cette réponse humorale et cette réponse cellulaire. Alors, l'indication de ce vaccin est un vaccin à partir de 18 ans. Je vous rappelle que Pfizer, c'est à partir de 16 ans et le vaccin Moderna, c'est à partir de 18 ans. Et en fait, le développement clinique du vaccin AstraZeneca a été un peu perturbé par une erreur de dosage notamment, où on a utilisé dans différentes cohortes des doses en fait plus faibles à la première dose, suivies d'une deuxième dose plus élevée. Et par contre, étant donné que c'était une erreur, c'est les 2 doses standards qui sont utilisées. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'à la demi-dose, dans la cohorte où on avait utilisé la demi-dose initialement, on avait montré sur une cohorte plus faible une efficacité éventuellement plus élevée, mais avec une variabilité beaucoup plus importante. Et donc, c'est les doses standards qui ont été retenues par le MHRA, donc l'Angleterre, mais également par d'autres pays, et comme l'Inde par exemple, mais également en Europe, par l'Agence européenne des médicaments. Alors la différence également, c'est qu'initialement, une seule dose pouvait être considérée, et puis l'industrie pharmaceutique qui a développé a rajouté une deuxième dose qui a été administrée à certains moments des études cliniques, et donc notamment jusque 12 semaines, voire un peu plus. Et donc la deuxième dose peut être administrée entre 4 et 12 semaines, vous allez voir, ça a un intérêt non négligeable. Donc 86% des personnes dans les études cliniques d'efficacité qui ont été retenues, l'étude 002 et l'étude 003, ont permis de déterminer l'efficacité. C'est également une injection intramusculaire. Et il y a aussi une petite subtilité qui fait qu'on peut avoir des efficacités ou des analyses qui sont un peu différentes. C'est que dans le vaccin AstraZeneca, c'était les 2 doses standards avec comme comparateur soit un groupe contrôle, soit notamment pour la première dose, soit un vaccin méningococcal, c'est un tétravalent, ou à la deuxième dose, c'est de nouveau un vaccin placebo. Donc on avait des différences également par rapport au protocole de Pfizer et de Moderna. Alors effectivement, si on en regarde à l'efficacité globale, si vous prenez l'ensemble des événements qui sont apparus dans le groupe vacciné AstraZeneca, sur à peu près 5258 sujets vaccinés, 64 ont développé un événement. Alors un événement, c'est quoi? C'est une symptomatologie associée à la COVID-19 avec une PCR positive. Et donc, dans le groupe contrôle, et je vous ai dit, ici on parle de groupe contrôle, on ne parle pas forcément uniquement de groupe placebo, vous avez là 154 individus qui ont développé un événement, et c'est mesuré 2 semaines après la deuxième dose qui va être administrée entre 4 et 12 semaines. Et donc, ça donne une efficacité globale d'à peu près 60%. Donc, c'est une réduction du risque de développer des symptômes d'à peu près 60%. C'est ça la définition d'une efficacité. Alors, c'est ce qu'on observe également chez les participants qui ont une ou plus de comorbidités. Et donc là, on avait également un groupe comorbide qui était particulièrement élevé, puisqu'on avait, vous voyez ici, 2000 personnes en AstraZeneca, donc à peu près un tiers, et 2000 dans le groupe contrôle. Et là aussi, une efficacité de l'ordre de 60%. Par contre, ce qui est important, c'est est-ce que oui ou non on est protégé après une dose, et est-ce qu'on est protégé surtout contre les risques les plus élevés de la maladie. Et ça, c'est les données qui viennent du RCP, donc du SMPC, qui a été autorisé par la Commission européenne. Donc le SMPC, le RCP, c'est le résumé des caractéristiques du produit. Et voici les données après une seule dose, 3 semaines après une seule dose. On observe pendant toute la durée après de l'étude aucune hospitalisation dans le groupe AstraZeneca, 0. Versus 14 dans le groupe contrôle. Et donc, c'est une efficacité qui n'a pas été estimée en tant que telle en raison du 0, mais qui statistiquement peut être estimée aux alentours de 100%, avec une variabilité bien évidemment élevée. Et donc, ça, c'est important, c'est que oui, après une première dose, 3 semaines après une première dose, on n'a pas d'hospitalisation qui ont été montrées. Alors, d'où est-ce que ça vient? L'explication générale, c'est que non seulement il y a une réponse immunitaire qui est montrée au niveau des anticorps, mais également une réponse immunitaire cellulaire qui semble particulièrement intéressante avec le vaccin AstraZeneca, et notamment sur les formes sévères.
mais peut-être un peu moins sur les formes moins sévères, c'est ce qui est montré sur l'efficacité globale. Donc ça, ce sont les données que je vous livre comme telles, ce n'est pas ici une publicité du vaccin, ce sont les données que l'Agence européenne du médicament a décidé de publier dans les indications du produit. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait toute une série d'incertitudes quand on administrait la deuxième dose. Est-ce que c'est à 3 semaines, 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines? Et deuxièmement, quelles étaient les données chez les plus de 55 ans? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Agence européenne du médicament, que la firme a republié un statement sur base d'un préprint dans Lancet d'une étude. Au niveau de l'Agence européenne du médicament, on a constaté, l'OMS l'a proposé aussi, que l'administration de la seconde dose entre 8 et 12 semaines tend à montrer une efficacité globale de nouveau qui est plus élevée, qui tend à arriver à 80%. Ici, dans la publication, dans le press release, mais également dans le préprint, on arrive à 82%. Et par ailleurs, on a des données également dans cette publication sur les asymptomatiques qui montrent qu'on réduit de façon significative les PCR chez les asymptomatiques, donc le risque de transmission. On attend de l'Agence européenne du médicament la publication de l'évaluation de l'ensemble du dossier, mais il est clair que là aussi, et l'OMS l'a confirmé, que l'administration de la deuxième dose à 8 à 12 semaines offre après la deuxième dose aussi une efficacité qui est plus importante. Mais de nouveau, ce qui est important de retenir, c'est que même après une première dose, après 21 jours, donc à partir du 22e jour, on n'a déjà plus d'hospitalisation, on n'a pas d'hospitalisation qui sont observées. Et d'ailleurs, après une première dose, indépendamment donc des 8 à 12 semaines, si on prend l'efficacité globale, après une première dose, on observe aussi des efficacités globales de l'ordre de 60-70% et total sur les hospitalisations. Donc, on n'est pas non protégé après la première dose, c'est ça qui est important. J'entends parfois, oui, mais il faudra attendre 12 ou 14 semaines avant d'être protégé. Ce n'est pas vrai. Après une première dose, 3 semaines, vous êtes déjà protégé contre les hospitalisations et une protection certainement qui va osciller aux alentours des 60-65% après une première dose pour culminer à 82% après la seconde dose, mais de nouveau sur l'ensemble des formes. Alors la problématique des 18-55 ans vient du fait que les études étant moins puissantes en termes de nombre d'individus, les données chez les plus de 55 ans sont limitées. Alors ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas efficace. Les études d'immunogénicité montrent une immunogénicité qui est présente après 55 ans, mais comme on n'a toujours pas de corrélat de protection bien défini, on n'a aucune garantie qu'en utilisant l'immunogénicité, on aura une efficacité maintenue chez les plus de 55 ans. Donc en Belgique, on a proposé de garantir l'utilisation du vaccin là où on avait les données d'efficacité les plus importantes et surtout là où on sait que les taux de mortalité associés à la vaccination sont les plus associés à la maladie sont les plus faibles. Et donc ça veut dire que même ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir un vaccin moins efficace en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, dès lors qu'il est tant que maintenant limité aux 18-55 ans, comme on sait que ça prévient avant tout aussi les hospitalisations et que la mortalité associée aux hospitalisations chez les moins de 55 ans est très faible, on sait qu'on a une efficacité certainement marquée dans ce groupe tel que le reflètent les études cliniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un profil de sécurité différent des vaccins à ARN messager. Ça a été connu notamment et ça a été rapporté en Angleterre. On sait, si vous vous rappelez bien, avec l'ARN messager, c'est qu'il y a plus d'événements indésirables qui ont tendance à se dérouler après la deuxième dose et d'autant plus si vous avez moins de 55 ans. Ici, avec le vaccin AstraZeneca, on sait qu'à la première dose, on a déjà des événements indésirables qui peuvent apparaître, comme notamment de la fatigue, de ce qu'on appelle des flu-like syndromes, donc des syndromes de type grippe, et avec notamment de la fièvre. Alors ça peut amener forcément à... on peut être étonné de ça quand on a l'habitude de vacciner avec le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna, parce qu'ici on a un profil de sécurité qui est légèrement différent. Ça ne veut pas dire que globalement c'est un vaccin qui est moins sûr, ça veut juste dire que par rapport au vaccin Pfizer et Moderna, on s'attend à voir des événements indésirables de nature différente à des moments différents suivant la dose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que notamment ces événements indésirables, cette réactogénicité peut être réduite par l'utilisation simple de paracétamol, notamment les myalgies et les augmentations de température. Et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé lorsque on vaccine par l'AstraZeneca. Dès que des symptômes apparaissent après la première dose, c'est d'utiliser rapidement du paracétamol en traitement, voire en prophylaxie sur la journée pour les 2 jours qui viennent.
Alors la France a identifié également ce phénomène et a publié d'ailleurs le 11 février 2021 que ce type d'événement indésirable de syndrome grippaux peut arriver avec des fièvres qui peuvent être élevées, des courbatures et des céphalées, qu'on a également avec d'autres vaccins, mais ici, après l'administration d'une première dose, y compris chez les jeunes. Et ce qui est proposé d'ailleurs, c'est afin de limiter ce potentiel de perturbation de fonctionnement de service, si on vaccine tout le monde dans un même service, c'est de vacciner ce qu'on appelle de façon échelonnée le personnel d'un même service et l'utilisation de paracétamol à la dose la plus faible pendant la période la plus courte. Et donc, c'est généralement 1 à 2 jours à des doses de 500 mg 4 fois par jour. On peut monter à 1 gramme 3 fois par jour sans problème également. Et c'est assez efficace pour réduire ce type d'événements indésirables. Alors, je vous l'ai dit, si vous prenez ici la courbe en fait des hospitalisations et des patients qui vont sortir de l'hôpital avec mortalité ici, donc ils ne sortent pas de l'hôpital, ceux ici, les décès en bleu et en gris, ceux qui sortent de l'hôpital, ben, vous voyez qu'à partir de 55 ans, c'est là que on commence à avoir des hospitalisations plus élevées et des décès qui sont associés. En dessous de 55 ans, on a des hospitalisations, mais le risque de décès est très faible. Et ce qui est intéressant donc avec le vaccin AstraZeneca, c'est que jusque 55 ans, les données qu'on a, c'est de réduire les hospitalisations après une première dose, 3 semaines après une première dose, de façon presque totale, puisqu'on n'a pas de cas d'hospitalisation avec le vaccin AstraZeneca. Donc vous allez réduire quelque part cette partie ici d'hospitalisation et on n'a pas eu de décès associé avec le vaccin AstraZeneca. Alors, bien évidemment, on a également des groupes à risque qui devront être vaccinés. Et je vous rappelle là, je ne vais pas ici les détailler, mais que certains groupes à risque seront prioritaires, mais ce qui n'est quand même pas forcément une garantie, puisque l'idée est d'avoir quand même un nombre de vaccins suffisant que pour pouvoir vacciner par ordre d'âge décroissant. Mais le Conseil supérieur de la santé a fait un travail théorique remarquable épidémiologique pour identifier quels étaient les groupes, s'ils doivent être utilisés, qui ont le plus de risque d'avoir une mortalité élevée ou d'être hospitalisé en soins intensifs. Et donc c'est ainsi qu'ils ont identifié des groupes prioritaires. D'abord, c'est les plus de 65 ans parce que c'est l'âge qui est le premier problème en termes de risque de morbidité. Et dans les moins de 65 ans, on a ici un groupe de 45-64 ans ou 18-64 ans, suivant certains types de pathologies. Et puis, on a les 44-65 ans, puisque sans comorbidité, puisque l'âge est un facteur de risque principal. Et puis, on arrive aux 18-44 ans, avec des comorbidités qui étaient celles observées, associées en plus avec l'âge, qui pourraient être prioritaires. Et donc, tout ceci est un document théorique qui est particulièrement efficace pour permettre d'identifier des groupes prioritaires. Bien évidemment, si on a des vaccins en nombre suffisant, tout ça va être compressé. Ça veut dire qu'on sera éventuellement à une semaine de décalage. Et donc, il n'y aura pas de priorité qui sera établie de façon majeure, mais c'est important d'avoir ces représentations. Alors, pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile de comparer des vaccins aujourd'hui entre eux? C'est parce qu'on se retrouve confronté avec différents vaccins et différents variants, et suivant les endroits où ont été étudiés les vaccins et sur quel moment à quel moment ils ont été utilisés et à quel moment donc un variant était dominant, on va voir qu'on va avoir des efficacités qui seront différentes. Et donc, il y a 3 variants d'intérêt qui nous interpellent. Le premier, c'est le variant anglais qui a été découvert en septembre 2020, qui, dans la protéine S, donc la protéine d'intérêt, et au niveau du récepteur binding domain, a notamment une mutation qu'on appelle la N501Y, où une asparagine est remplacée en tyrosine. Une tyrosine est remplacée à la place, est mise à la place de l'asparagine. Et ça change en fait légèrement la conformation du récepteur binding domain qui facilite l'entrée du virus dans la cellule et qui a dès lors qui facilite la transmission également du virus avec une virulence qui aujourd'hui n'est pas clairement démontrée supérieure. On vient d'avoir quelques études qui ont tendance éventuellement à montrer une mortalité plus élevée avec ce variant, mais qui doivent être confirmées. Et l'intérêt, c'est que quand on fait des PCR, on fait des PCR sur 3 gènes, et comme le gène S, on ne sait plus le mesurer, quand on sait qu'on a une analyse avec les 2 gènes qui sont présents, et pas le gène S, on en déduit que c'est la lignée en fait du variant britannique. C'est beaucoup plus complexe pour les 2 autres variants, le variant d'Afrique du Sud et le variant brésilien.
Alors, le variant d'Afrique du Sud a été découvert en octobre 2020, en tout cas, on rapporte les premiers cas en octobre 2020 dans la baie Nelson Mandela. Et lui, vous voyez qu'il a des mutations supplémentaires de cette mutation N501Y. Donc, comme il a la mutation N501Y, on s'attend à avoir une transmission qui est un peu plus importante, mais surtout, on a également, vous allez le voir, avec ce variant E484K, cette mutation E484K plus la K417N, donc c'est juste un acide aminé qui remplace un autre acide aminé, on va avoir un impact supplémentaire sur la conformation tridimensionnelle de la protéine S, qui est la cible des anticorps, tant des anticorps naturels que des anticorps polyclonaux de différents vaccins. Et on va voir là qu'on va avoir des différences suivant l'activité d'un vaccin ou d'autre. Alors, idem pour le variant brésilien, il a le même type de profil que le variant sud-africain. Normalement, certainement une transmission plus élevée, puisqu'il a également cette mutation N501Y, et éventuellement une sévérité qui peut être équivalente au variant classique, donc au variant Wuhan. Par contre, eux, on doit les séquencer. On ne sait pas faire de PCR, et donc aujourd'hui, le sequencing en Belgique, c'est à peu près 1000 séquençages par semaine, ou tout au mieux. Et par contre, les PCR, on en fait 50 000 par jour, et on pourrait monter à près de 100 000 par jour. Et donc, ça veut dire qu'il faut utiliser le séquençage dans certains pourcentages de PCR pour voir à quel variant on a affaire. Et donc, ça, c'est assez problématique pour identifier vraiment la présence du variant au niveau de certains endroits. Alors, on sait que le variant sud-africain maintenant s'est répandu, donc on ne doit plus l'appeler certainement le variant sud-africain. En Belgique, on estime peut-être sa prévalence entre 3 et 5%. Là aussi, ça doit être confirmé. Et voici ici le variant anglais, qui lui est beaucoup plus présent tant en Angleterre d'ailleurs qu'en Europe. Et en Belgique, on estime entre certainement maintenant 20 à 30%. Et on sait que d'ici le mois de mars, ce sera certainement le variant dominant en Belgique. Alors le variant anglais, d'abord on sait le mesurer par PCR, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a déjà été immunisé par le passé, parce qu'on a déjà eu une PCR positive qui a démontré la présence du virus, qu'on ait été asymptomatique ou symptomatique, ce variant n'échappe pas à l'immunité induite par un contact précédent avec le virus, en tout cas en dehors les 3 mois et certainement en dehors les 6 mois. Par contre, le variant sud-africain, on sait très bien que lui, il échappe en partie à la neutralisation par des anticorps monoclonaux, soit des traitements, soit l'immunité naturelle induite par un autre souche virale. Et donc, on a des risques d'être réinfecté lorsque le variant sud-africain est présent. Et enfin, on sait que pour les vaccins, on a une diminution d'efficacité des vaccins sur l'immunité induite en termes d'anticorps neutralisants, et on va le voir même sur l'efficacité de certains vaccins au niveau clinique. Pour le vaccin brésilien, pour le variant brésilien, même chose que le variant sud-africain. Alors ça a été démontré en vrai. Ça a été démontré lors d'une population de la ville de Manaus, qui est en Amazonie, donc au Brésil, 75% de la population, en fait, était déjà positive au SARS-CoV-2. Ils avaient développé le SARS-CoV-2 et donc on pensait qu'on avait une immunité de masse induite. Et en fait, on a constaté des récontaminations chez toute une série de personnes, par ce variant notamment, qui montre bien que l'immunité naturelle induite par le virus lui-même n'a aucun sens, puisque dès qu'un variant peut arriver de ce type-là, l'immunité naturelle ne sera pas suffisante pour contenir aujourd'hui le virus. Donc ça ne sert à rien de venir avec une alternative, de laisser les gens s'infecter par un variant, par exemple l'anglais. À partir du moment où le sud-africain ou le brésilien deviendrait majoritaire, on serait à risque certainement de réinfection. Alors l'OMS a recommandé l'utilisation du vaccin AstraZeneca, y compris dans les zones où on a le variant qui est présent, notamment le variant sud-africain, même si on a constaté qu'en Afrique du Sud, lorsqu'on a le variant sud-africain qui est dominant, donc à plus de 90%, on perd de l'activité, on a une activité qui chute à 10% contre le vaccin AstraZeneca. Par contre, ça c'est sur les formes modérées à légères, on n'a pas de données sur les formes sévères parce que les études n'étaient pas assez puissantes que pour montrer l'efficacité sur les formes sévères. Et on pense que sur les formes sévères, il y aura une efficacité également sur ce variant, mais l'OMS recommande son utilisation, notamment sur base des données épidémiologiques locales. Donc il se peut très bien qu'une vaccination qu'on fasse aujourd'hui, quel que soit le vaccin, dans 3 mois, on en rediscute différemment, soit parce qu'on aura des vaccins adaptés, soit parce qu'on aura des schémas de vaccination adaptés. Et donc ça, c'est la vie aujourd'hui de tous les jours.
Comme on va discuter au Conseil supérieur de la santé, si des personnes qui ont préalablement été en contact avec le virus et qui ont eu une PCR positive, que ce soit des symptomatiques ou des asymptomatiques, il sera recommandé de continuer à les vacciner. Et si oui, avec une dose ou 2 doses, c'est sur la table du Conseil supérieur de la santé de cette semaine où ce sera discuté. Alors, pour vous montrer la difficulté, c'est que si vous prenez le vaccin Janssen, par exemple, on sait qu'il est efficace à 66% de façon générale, mais il est moins efficace en Afrique du Sud qu'il est efficace aux États-Unis, 77% aux États-Unis, de l'ordre de 57% en Afrique du Sud. Le vaccin Novavax, même principe, efficace à 90% en Angleterre, 60% en Afrique du Sud, et si on prend les HIV positifs en plus, il est efficace à moins de 50% sur l'ensemble des formes. Et donc, il est très difficile de comparer de façon brute maintenant les chiffres ici qu'on a en termes d'efficacité. Ce qui compte, c'est certainement les efficacités sur les hospitalisations dans des pays où on a des informations sur les données épidémiologiques des variants. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut réévaluer bien évidemment toutes les semaines. Et l'ECDC, donc le Centre de contrôle des maladies européen, vient de faire une recommandation qu'ils ont publiée hier sur notamment l'impact des variants sur les vaccins et l'efficacité des vaccins. Ils recommandent aujourd'hui de continuer à vacciner en masse, quel que soit le variant, d'étudier les variants, et ils n'excluent pas différentes possibilités. Donc AstraZeneca aujourd'hui n'est plus utilisé en Afrique du Sud parce que son efficacité est nettement moindre, là où on a plus de 90% du variant sud-africain. Par contre, AstraZeneca travaille sur une autre formulation. En Angleterre, on travaille également sur ce qu'on appelle un prime boost hétérologue. Première dose d'AstraZeneca et puis une deuxième dose de vaccin Pfizer, ou l'inverse, première dose de Pfizer et une deuxième dose d'AstraZeneca. Enfin, il y a également des réflexions sur des vaccins adaptés de Pfizer et Moderna contre les variants. Donc, dit autrement, ce qui compte aujourd'hui, c'est de se faire vacciner le plus rapidement possible, avec un vaccin, quel que soit le vaccin, mais qui soit surtout efficace contre les formes graves, donc les hospitalisations, et il est possible que dans 1 mois, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, on revienne avec des recommandations qui sont différentes suivant le vaccin que vous avez reçu et suivant les études qui vont nous donner des informations, éventuellement de rajouter ou d'utiliser un autre vaccin à un autre moment, en plus de certains vaccins qui ont été obtenus. Donc, on est en évolution constante sur ce type d'informations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend, Monsieur Anglais. Parfait. Merci beaucoup Jean-Michel et merci aussi à vous d'avoir déjà posé une série de questions dans le chat et donc on va, comme toujours, c'est devenu une tradition, essayer de les aborder. Alors la première question est un tout petit peu un complément à ce que tu as évoqué, à savoir est-ce qu'on pourrait être amené à revacciner avec un autre vaccin quelqu'un qui a été vacciné par AstraZeneca en face, par exemple, d'une épidémie de variants sud-africains dans notre pays, Jean-Michel? Oui, donc c'est ce que j'ai mentionné, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas prédire l'avenir sur 2 choses. Un, quelle sera la forme la plus dominante de variants dans notre pays. 2, quels seront les résultats des études qui sont en cours, notamment en Angleterre, sur l'utilisation de prime boost avec un vaccin et un autre. Et donc, au point de vue pratique, aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser les vaccins le plus rapidement possible, quels qu'ils soient, sans exclure qu'on pourra éventuellement adapter, même des personnes qui auront fait, par exemple, un traitement complet avec le vaccin Pfizer de 21 jours, on n'exclut pas que dans 5 mois, dans 6 mois, il faudra... Alors, on appellera peut-être plus un booster, puisque ce sera en fait éventuellement un vaccin adapté, revacciner, et avec le vaccin AstraZeneca, l'intérêt de vacciner avec une dose aujourd'hui, si on administre la deuxième dans 12 semaines, rien n'exclut que ce ne sera pas forcément le vaccin AstraZeneca tel quel qui sera utilisé, mais éventuellement un autre vaccin. Mais je rappelle que le vaccin AstraZeneca protège déjà après 3 semaines contre les hospitalisations. Donc j'ai lu quelques commentaires que les gens
qui pensent être vaccinés par AstraZeneca pensent qu'ils ne seront protégés qu'à partir du mois de juillet-août. Ça, c'est faux. Ça ne correspond pas aux chiffres de l'efficacité du vaccin AstraZeneca après une seule dose, y compris contre les hospitalisations en dehors des 3 semaines. Il n'y a pas d'hospitalisation dès 3 semaines, et même avant d'ailleurs avec le vaccin AstraZeneca. Je ne t'entends pas. Tu as coupé ton micro, Yvon. Pardon, excusez-moi. Un commentaire sur la plus grande implication des médecins généralistes. Je pense que c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui avec vous. 12 semaines entre les 2 doses. Est-ce que nous serons protégés en juillet? Les vacances. Quand même un événement dont on a besoin. Écoutez, je ne suis pas devin sur ce qu'il en sera de l'organisation de l'été. Par contre, en ce qui concerne le planning des vaccins, pour la première ligne, la vaccination avec AstraZeneca va démarrer la semaine prochaine. Nous sommes mi-février. Ça veut donc dire que la deuxième dose à 12 semaines serait mi-mars, mi-avril, mi-mai. Et donc, je peux répondre oui clairement à votre question. Est-ce que vous aurez une protection complète en juillet? Pour la population générale, on est occupé à faire les calculs, mais si on commence avec les doses d'AstraZeneca relativement vite, on pourrait donner les dernières deuxièmes doses d'AstraZeneca autour du mois d'août. Donc peut-être en juillet, peut-être début septembre, ça dépend un peu de la vitesse à laquelle les vaccins vont nous arriver. Et donc on va tourner effectivement en une vaccination de l'ensemble de la population autour de l'ensemble de l'été. Le personnel de labo, le personnel de laboratoire n'est pas inclus dans les catégories de la première ligne, sauf évidemment en fonction éventuellement de sa profession et de son âge. Il sera appelé en même temps que d'autres catégories de la population générale. Le personnel soignant ayant des comorbidités peuvent-ils bénéficier de Pfizer ou Moderna? Oui, c'est une question qui revient parfois, Jean-Michel, à savoir si j'ai 45 ans et que j'ai un facteur de comorbidité, quel vaccin me sera proposé? Mais là, de nouveau, toutes les semaines, ça évolue suivant, je vous l'ai dit, 3 choses. Donc, on ne sait pas prédire l'avenir. 1, l'approvisionnement des vaccins. 2, le type de vaccin qui sera disponible et l'efficacité. Et 3, suivant les variants qui seront disponibles. Et donc, on a de bons espoirs que si le variant anglais est le variant dominant au mois de mars, qu'on utilise et qu'on continue à utiliser le vaccin Pfizer, Moderna et le vaccin AstraZeneca. Les groupes d'âge qui ont été proposés pour AstraZeneca aujourd'hui 18 à 55 ans viennent juste de manque de données. Et c'est temporaire parce qu'on a des études aujourd'hui avec AstraZeneca aux États-Unis et en Angleterre qui vont nous donner des efficacités, qui vont nous permettre d'estimer des données d'efficacité chez les plus de 55 ans. Et donc, on va revoir certainement la stratégie au fur et à mesure de l'ensemble de ces données. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine complexité maintenant. Il n'y a pas uniquement l'aspect logistique, mais il y a des données qu'on a pour chaque vaccin par rapport aux variants et la présence de variants ou des variants en particulier. Et donc, je ne sais pas vous prévoir maintenant pour les personnes à comorbidité qui sont prévues dans le courant du mois de mars ou fin du mois de mars pour certaines, de quel vaccin elles auront à ce moment-là. C'est très difficile. Il se peut d'ailleurs que chez les plus de 55 ans, on puisse déjà utiliser AstraZeneca à ce moment-là. On attend des données pour début de mois. Mais la très grande majorité des comorbidités ne sont pas des contre-indications au vaccin AstraZeneca de toute façon. Il n'y a aucune comorbidité qui est une contre-indication aujourd'hui. Par contre, ce qu'on ne recommandera certainement pas, c'est chez les immunodéprimés, d'utiliser les vaccins qui peuvent paraître les moins actifs. Alors ça, c'est une question qu'on a eue par courrier aussi à la délégation générale. Les dentistes de moins de 50 ans
qui n'ont pas a priori une confiance dans le vaccin AstraZeneca et qui plaident pour Pfizer ou Moderna. Donc je pense qu'il faut être clair sur le fait que d'une part, les données, j'espère que ce que Jean-Michel vous a montré montre que même avant la deuxième dose, vous avez une protection contre les formes graves et contre l'hospitalisation qui est tout à fait intéressante avec le vaccin d'AstraZeneca et que dans l'état actuel de nos disponibilités et des indications, le vaccin à mRNA sera effectivement attribué aux personnes de plus de 55 ans puisque nous ne pourrons pas les vacciner avec du vaccin AstraZeneca. Comme l'a dit Jean-Michel, à partir du moment où les recommandations se modifieraient, vous savez qu'on attend cette étude demandée par la FDA américaine pour le mois d'avril, il est tout à fait possible que nous assistions effectivement à une redistribution des cartes à ce moment-là. Mais je pense qu'il faut cesser de penser que la protection d'AstraZeneca n'est pas bonne. Ce serait lui faire un mauvais procès. Je pense que on a bien des vaccins que nous prenons tous les ans avec des taux d'efficacité tout à fait comparables en considérant qu'ils nous sont parfaitement utiles. Professionnels de santé de 59 ans, c'est un vaccin mRNA. Pouvons-nous attendre un peu? Alors, non. La position qui a été prise, et je pense que tout le monde peut la comprendre dans le cadre d'une vaccination de masse, c'est qu'on ne peut pas choisir son vaccin. Donc, ce qui est évidemment toujours de la liberté de chacun d'entre nous, c'est de laisser passer son tour. Mais personnellement, je n'y vois pas réellement d'intérêt, étant donné la protection que vous offre n'importe quel vaccin qu'on vous offrirait maintenant, plutôt que de ne pas avoir de protection du tout. Et de revenir effectivement en mai ou juin avec la population générale ne vous garantira pas non plus un accès à un vaccin ou à un autre. Je pense qu'il faudra attendre 2022 pour que, comme dans n'importe quelle situation de santé, chaque patient puisse, avec son médecin traitant, discuter et décider de la vaccination qu'il veut faire et du type de vaccin qu'il souhaite avoir, pour peu qu'il y ait encore des raisons de discuter à ce moment-là. Peut-être que les vaccins de 2022 n'auront plus rien à voir avec les vaccins d'aujourd'hui, et d'aller acheter en pharmacie un vaccin en dose individuelle. Aujourd'hui, dans le cadre d'une vaccination de masse, ce n'est pas imaginable, et je pense qu'il faut que tout le monde le comprenne. Le but est évidemment de vacciner le plus de gens possible et d'avoir de cette façon-là non seulement une protection individuelle, mais aussi une diminution de circulation du virus, ce qui, par ailleurs, diminuera les risques de voir apparaître des variants, comme Jean-Michel l'a rappelé. Alors, tout le personnel, alors ça, c'est les phases de vaccination qui conduisent à ce qu'un vaccin ait été attribué à une phase parce que c'est celui-là qui était disponible et non pas parce que l'on voudrait privilégier les uns ou les autres. Je vous rappelle que le vaccin AstraZeneca est aujourd'hui le seul où on a un début de réponse quant à son impact sur la contagiosité. Et donc, c'est certainement un vaccin extrêmement intéressant dans le cadre de la vaccination de masse qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est toujours l'idée qu'on ne serait pas protégé avant la deuxième dose. Je pense que Jean-Michel a bien montré que ce n'est pas le cas. Voilà, beaucoup de dentistes qui disent tous la même chose. Je pense qu'on a répondu. On peut respecter la position, mais elle est évidemment, la réponse est la même pour tout le monde. Oui, qu'il faille encore attendre après le 1er mars.
Donc, je suis très heureux de voir qu'on nous bouscule en disant qu'on est vacciné trop tard. Il y a encore 2 mois, on nous prédisait que le personnel de santé ne voudrait pas être vacciné. Donc, je pense que tout le monde doit se rendre compte que jusqu'au mois d'avril-mai, les quantités de vaccins dont on va disposer seront extrêmement limitées et que donc la priorité qui a été donnée à la ligne de soins, que ce soit les hôpitaux ou le personnel de la première ligne, est une première priorité. Seules les maisons de repos sont passées avant vous et je pense que c'est légitime et justifié. Hein. Ce n'est pas un passe-droit, c'est la logique même de la santé publique. Je vous rappelle que c'est la décision du Conseil supérieur de la santé sur laquelle s'est alignée la stratégie de vaccination, mais il ne faut pas non plus oublier que le personnel de santé passe très largement en priorité et c'est évidemment Bon, je pense qu'on a perdu Monsieur Angler. Monsieur Denier, est-ce que vous voulez prendre le relais Oui, le temps qu'on récupère Monsieur Angler? Ouais, donc je vais voir où il en était. Donc là, donc moi je m'occupe des vaccins, d'informer sur le vaccin et donc sur la campagne. Donc ça c'est Yvon, donc sur les questions de savoir si lors de ma vaccination on propose un AstraZeneca, aurais-je le droit de le refuser. De toute façon, par définition, la vaccination étant sur base volontaire, on peut refuser à un moment ou l'autre de rentrer dans le groupe pour lequel on était censé être vacciné. Ça ne pose bien évidemment aucun problème. Et par après, rien n'exclut qu'un autre vaccin soit disponible. Mais là, de nouveau, moi, je ne suis pas dans dans les décideurs politiques de savoir à un moment ou l'autre quel vaccin sera utilisé à quelle période. Ici, il y a une décision politique qui a été faite sur le choix du vaccin AstraZeneca. Il n'est pas exclu que dans 4 semaines ou dans 5 semaines, suivant les autres vaccins disponibles et suivant les données, je vous ai dit qu'on a avec les variants, et la disponibilité de certains vaccins, qu'on puisse bénéficier de nouveau de vaccins Pfizer et Moderna. Alors, donc tout ça, ce sera pour Yvon. Alors donc, moins d'efficacité, beaucoup d'effets secondaires, immunité tardive. Je ne me rappelle pas avoir dit ça. Moins d'efficacité, donc je rappelle, oui, l'efficacité globale est à 60% quand on prend une efficacité entre 4 et 12 semaines. Oui, non, il n'y a pas moins d'efficacité sur les hospitalisations. D'ailleurs, dans le groupe Pfizer, c'était 1 versus 9. Hein. Donc, si vous prenez les hospitalisations ou les formes sévères dans le vaccin Pfizer, on a 1 cas dans le groupe vacciné et 9 dans le groupe placebo. Ici, on est 0 versus 14. Donc, sur les hospitalisations, il n'est pas moins actif que le vaccin Pfizer, ni moins actif que le vaccin Moderna. Donc, ça, je précise. Beaucoup d'effets secondaires. Donc, là aussi, je reprécise qu'effectivement, le profil est différent. Après la première dose, on a des effets indésirables qui sont de type flu-like en particulier et qu'on a moins avec les autres vaccins, mais qu'on retrouve après la deuxième dose, notamment avec le vaccin Pfizer. Donc, ce n'est pas beaucoup d'effets indésirables, c'est un profil d'effets indésirables différent. Et immunité tardive, ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. L'immunité, je vous l'ai dit, après une première dose, apparaît déjà après 3 semaines. Et suivant la deuxième dose, on aura une efficacité qui sera maintenue après la deuxième dose, notamment 2 semaines après la deuxième dose. Donc, ce n'est pas du tout une immunité tardive, c'est la deuxième dose qui est plus tardive, mais l'immunité apparaît déjà après 3 semaines de façon significative. J'espère avoir modifié le résumé par rapport à ce qui est mentionné. De nouveau, moi, je ne vends pas des vaccins AstraZeneca, je vous donne les chiffres tels qu'ils sont. Je n'ai aucun intérêt à dire qu'AstraZeneca aurait une efficacité différente de celle que les chiffres proposent. Donc, moi, je ne vous donne que les chiffres. Alors, donc, on a conseillé Moderna et Pfizer et encouragé nos patients et collègues à se faire vacciner au mieux en milieu hospitalier. Et nous, nous allons attendre 2 à 3 mois pour espérer arriver à une efficacité de 60%. Je reste poli mince. Non, en fait, donc, non, je répète que si vous attendez 2 à 3 mois après une première dose, de toute façon, vous avez la deuxième dose à 12 semaines, ce n'est pas une efficacité de 60%, c'est une efficacité de plus de 80%.
Et après une première dose, déjà après 3 semaines, vous avez une efficacité totale dans les jours qui suivent sur les hospitalisations. Ce qu'on n'a même pas, je vous l'ai dit, avec le vaccin Pfizer. Et deuxièmement, dès la première dose, après 3 semaines, on a des efficacités qui vont commencer à 40% et monter à plus de 70% de façon globale. Donc, là aussi, ce sont les chiffres. Moi, je les ai réexpliqués plusieurs fois, mais il faut les interpréter. Ils sont proposés par l'Agence européenne des médicaments. En résumé, ce qui apporte, c'est l'efficacité sur les formes sévères, ce qui est le cas de tous les vaccins. Donc, oui, effectivement, sur les formes sévères, les hospitalisations, c'est ça qui est intéressant. Le vaccin Pfizer 1 versus 9, le vaccin donc de réduction, une efficacité de plus de 90%, vaccin Moderna, une efficacité de l'ordre de 100% sur les formes sévères, vaccin AstraZeneca sur les formes sévères, une efficacité de l'ordre de 100%, et 3 semaines. Donc, effectivement, pour ceux qui ont eu la malchance de faire un sévère et d'être hospitalisés, je peux vous assurer que c'est ça que vous voulez prévenir. C'est responsable aussi de la saturation des hôpitaux et de la difficulté aujourd'hui des confinements, pas les formes légères, qui traitent de façon symptomatique. Et donc, c'est ce qui est intéressant. Les 3 vaccins, d'ailleurs, pour lesquels ils ont été autorisés. Alors, vous parlez toujours au conditionnel. Je pense que je parle au présent quand je vous donne les données du vaccin AstraZeneca, les données d'efficacité, ou je parle du conditionnel, c'est que c'est vrai que je ne peux pas prévoir dans un mois le variant qui sera dominant, je ne peux pas prévoir l'information qu'on aura sur les livraisons de tel ou tel vaccin, je ne peux pas prévoir quand on aura les données des plus de 55 ans avec le vaccin AstraZeneca. De façon précise, je peux l'estimer, et donc c'est pour ça que je parle au conditionnel. Les données dont je vous parle d'efficacité sont des études. On a eu des résultats et qui ont été maintenant avalisés par l'Agence européenne des médicaments. Donc ça, c'est pas du conditionnel, les données des hospitalisations, c'est pas du conditionnel. Les données également après la deuxième dose, notamment après 8 à 12 semaines. Yvon, je ne sais pas si tu es de nouveau disponible, je vois que l'image est fixe. Je suis là, mais avec une connexion qui est exécrable, donc je n'ai pas les questions. Donc, si pour le moment tu peux continuer, j'espère que vous m'entendez. J'ai une nouvelle, je me suis connecté directement, mais c'est très mauvais. Pas de problème si allergie à l'ampicilline, donc il n'y a pas de contre-indication par rapport à des allergies précédentes, autres que des allergies à une composante du vaccin ou notamment du polyéthylène glycol qui serait présent. En ce qui concerne des allergies préalables, on peut vacciner. Et ce qui est recommandé, si on a vraiment des allergies précédentes, comme des chocs anaphylactiques, c'est d'être suivi non pas pendant au moins 15 minutes, mais pendant au minimum 30 minutes après la vaccination. Alors, il y a un commentaire, nous ne sommes pas que des gens, je m'excuse si j'ai employé le terme des gens, mais je me considérais alors du coup dans les personnes, en parlant de personnes vaccinées ou pas vaccinées, donc c'est une vraie heurter des personnes, et on considère aussi dans les gens dans ces cas-là. Voilà. Là, il y aura une question plus pour Yvon. Comment se fait-il que les pharmaciens libéraux de ma ville de moins de 50 ans soient déjà vaccinés alors que le personnel de première ligne indépendant de 69 attend la vaccination? Moi, je suis très surpris puisque les pharmaciens ne sont absolument pas, ils ne sont d'ailleurs même pas dans les premières lignes prioritaires entre nous. C'est médecins, infirmières et dentistes. Il n'y a pas eu de vaccination des pharmaciens libéraux nulle part dans la campagne de vaccination. Ce qui est possible, c'est que dans les doses résiduelles de maisons de repos, il y ait eu ça et là un pharmacien vacciné, mais il ne faudrait pas en faire une généralité. Ça n'a jamais été dans nos recommandations. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Nous vous entendons, Monsieur Angler. Merci. Je pense, je vois une série de réactions assez négatives par rapport au vaccin AstraZeneca. Je pense qu'il faut prendre un pas de recul
et regarder les choses d'une manière objective. C'est un vaccin qui a toutes les caractéristiques pour nous protéger. Il est recommandé par toutes les instances et utilisé partout dans le monde où il est disponible très largement. Il n'y a pas de raison de considérer que l'on donnerait un vaccin de deuxième zone. C'est un vaccin qui va absolument remplir son rôle de protection contre l'hospitalisation, de lutte contre l'immunité collective. L'alternative de dire c'est soit le vaccin mRNA, soit rien du tout, n'a aucun intérêt pour celui qui prend cette position-là. Il est certain que l'utilisation du vaccin AstraZeneca va nous être utile à tous parce qu'en ayant un taux de vaccination plus élevé, nous nous protégeons aussi les uns les autres et que c'est un des vaccins qui montre le plus d'intérêt de ce côté-là. Donc je crois qu'il faut changer son fusil d'épaule et ne pas considérer qu'il y a là un mauvais produit. D'ailleurs, je vous rappelle que l'Agence européenne du médicament ou la FDA américaine sont en charge de nous protéger contre les mauvais produits. S'ils avaient considéré que c'était un mauvais produit, ben, il ne serait simplement pas disponible. Donc je pense que de ce côté-là, il faut être quand même positif. Jean-Michel l'a rappelé, 3 semaines après la première dose, il y a une protection importante, il y a une protection impressionnante contre l'hospitalisation et il y a un effet sur la contagiosité. Je pense qu'on peut difficilement considérer avec tout ça que c'est un mauvais produit. Voilà. Alors, la durée de l'immunité, Jean-Michel, je suppose qu'on n'en a pas plus l'idée que pour les autres. Non. Tu veux faire un commentaire là-dessus? Non, ben, même concept, hein, c'est comme pour les autres, on est limité à la durée des études cliniques aux perspectives, mais qui aujourd'hui sont d'autant plus à mettre en relation avec la durée de l'immunité dans le concept de variants qui bougent au niveau mondial. Et donc, quand on parlait d'immunité il y a 1 mois, il y avait relativement peu de variants qui circulaient, qui pouvaient éventuellement impacter l'immunité en termes d'efficacité, ben, on avait tendance à parler de plus de 6 mois, d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, il est clair que suivant les variants qui bougent quand même très fort au niveau de la population, c'est difficile d'estimer la durée d'immunité et on est dans une revaccination avec un vaccin automne adapté à AstraZeneca ou à Pfizer peut-être. Et donc, la durée d'immunité va être. Alors, la question toujours de la contamination, j'ai été contaminé janvier, est-ce que je dois faire vacciner, est-ce que je dois attendre? Quelle est la façon de gérer la vaccination chez quelqu'un qui a un passé d'infection, je dirais, significative avec la Covid-19, Jean-Michel? Donc en fait, là, il y a plusieurs approches. L'approche qui est retenue pour les vaccins, c'est que par les agences régulatoires, c'est de se vacciner même si on a fait un Covid par le passé, quel que soit le moment où on a fait un Covid par le passé. Qu'il soit asymptomatique ou symptomatique, donc ça veut dire pas Covid à ce moment-là, une infection au SARS-CoV-2, PCR positif. Actuellement, l'OMS a recommandé que, notamment pour AstraZeneca, pour d'autres également, qu'on peut faire le vaccin, mais vous pouvez attendre une période de 3 mois, parce qu'on sait que le risque de réinfection est très faible. Et la France vient de recommander, non pas la France, mais la Haute Autorité de Santé, d'éventuellement envisager une seule dose d'un vaccin si vous avez eu le Covid, notamment en déant les 6 mois. Donc une seule dose de vaccin, c'est en cours au Conseil supérieur de la santé. Rien n'exclut qu'on suive cette position. Ce n'est pas encore le cas. Donc aujourd'hui, tout est possible, soit de ne pas faire vacciner dans les 3 ou 6 mois, soit chez Macron et des doses.
Merci Jean-Michel. Alors, les effets secondaires, je pense qu'on les a exprimés. Plus important qu'avec le vaccin mRNA à la première dose générale, plus faible à la seconde, donc un peu l'inverse de l'effet qu'ont les mRNA, mais des effets en fin de compte assez similaires. Il y a eu 1 ou 2 rapports qui faisaient mention d'effets plus importants et donc qui attiraient l'attention, mais il faut bien reconnaître que les Anglais qui vaccinent avec AstraZeneca depuis déjà 2 bons mois, je pense, n'ont pas rapporté de choses particulières par rapport à ce qui était déjà dans les résultats des études cliniques. Alors, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que, avec l'arrivée du vaccin, on va au contraire non pas prendre du retard dans la vaccination, mais accélérer la vaccination. Et en fait, une de nos propositions est de faire la priorité au vaccin AstraZeneca, puisqu'il y a 12 semaines entre les 2 doses, pour que l'ensemble du personnel de première ligne soit entièrement protégé de la manière la plus proche possible. Et ce sera probablement la stratégie en région wallonne, parce qu'il faut bien le reconnaître aussi, nos quantités de vaccins Pfizer et Moderna ne nous permettraient pas de vacciner dans les 2 semaines qui viennent l'ensemble des professionnels de santé de plus de 55 ans. Intervalle de temps avec le vaccin tétanos, Jean-Michel, l'intervalle de temps entre la vaccination Covid-19 et n'importe quel autre vaccin en fin de compte. On fait une recommandation générale de 2 semaines entre 2 vaccins, quel que soit le vaccin, parce qu'il n'y a pas que le tétanos, hein, il y a aussi le vaccin, enfin, il y a d'autres vaccins, le vaccin contre la grippe maintenant forcément c'est un peu passé, mais il y a le méningocoque par exemple, le pneumocoque. 2 semaines. Et pour AstraZeneca, il recommandait même, et je pense pour Moderna aussi, mais AstraZeneca, même 1 semaine de délai pour le vaccin contre la grippe. Mais donc ici, une recommandation globale, c'est 2 semaines. Alors, les personnes qui ont des problèmes de mobilité, donc ça c'est un des sujets de logistique sur lequel nous travaillons maintenant et qui va aussi poser un problème de vaccin lui-même, puisque vous savez que les vaccins préparés, certains d'entre eux ne peuvent être déplacés. Et donc, nous avons plusieurs stratégies qui sont actuellement sur la table, mais il est évident que l'on aura un modus operandi pour permettre d'aller vacciner chez eux les personnes qui auraient vraiment une impossibilité de se déplacer vers les centres de vaccination. La formation est-elle accréditée? En principe, oui. Je dois vous avouer que je n'ai pas vérifié, mais on a fait toute une opération. Phyllis, est-ce que vous avez une information pour nos collègues à ce sujet? Alors, je n'ai pas vraiment eu d'informations à ce sujet non plus, mais je les invite tout de même à m'envoyer un petit mail avec leur numéro d'INAMI et on se chargera de la suite oui, dans les jours qui arrivent. Je vais écrire mon adresse mail dans la boîte de conversation, comme ça tout le monde pourra l'utiliser. Voilà, on a fait en tout cas les documents nécessaires à pouvoir être à ce que vous puissiez être accrédité pour ces formations. La contagiosité après vaccin AstraZeneca, Jean-Michel, tu veux en dire encore un mot? La contagiosité, donc ça veut dire, est-ce qu'on est toujours contagieux si on est vacciné par AstraZeneca? Je suppose que c'est ça. Ouais. Donc, en fait, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la question, oui. Donc la contagiosité, donc ce qu'on appelle une immunité stérilisante, ça veut dire quand on vaccine, on a quelques vaccins, mais très rares, qui entraînent une immunité stérilisante. Ça veut dire qu'on ne transmet pas le virus, ici en l'occurrence. Ça n'apparaît pas être le cas de ces vaccins. Ça veut dire qu'on n'a pas une immunité stérilisante. Donc on a tendance maintenant à montrer, sur base d'études non cliniques, chez le macaque, par exemple, avec les vaccins ARN, on a montré qu'on réduisait très fort la charge nasale et la charge pulmonaire
du virus. Et donc, si vous réduisez la charge du virus au niveau nasal, au niveau nasopharyngé, au niveau pulmonaire, ben, dans les expectorations, vous réduisez le risque de contamination. Sur les asymptomatiques, le vaccin Moderna a montré aussi une réduction des PCR positifs chez les asymptomatiques vaccinés. Idem avec AstraZeneca, donc on a tendance à montrer une virale moindre, même si on n'a pas de symptômes. Donc, tout ça va dans un sens logique, à réduire certainement la contamination avec différents vaccins. Mais pas une réduction totale, on a aussi une contamination parfois, vous en savez bien, les choses, mais on a certainement une réduction, je l'espère, qui sera entre 25 et 75%. Merci Jean-Michel. Alors on arrive au bout de ce webinaire et d'ailleurs au bout des questions. La dernière question est qui n'est pas vraiment une question mais qui est plutôt une remarque assez négative. Je ne voudrais pas qu'on finisse sur une remarque aussi négative. C'est une vaccination de masse comme le bétail. Non, je pense qu'il faut raison garder. C'est une vaccination de masse. C'est une vaccination de masse pour nous sortir d'une pandémie exceptionnelle dans laquelle les dommages pour notre population sont colossaux. Colossaux pour les personnes qui en meurent, colossaux pour les personnes qui restent avec des séquelles post-hospitalisation pendant des temps considérables, colossaux pour chacun de nous, les prestataires de santé dont le travail est profondément perturbé par la pandémie, colossaux pour toute la population et particulièrement pour les jeunes qui sont privés de leurs relations sociales, privés de travail, qui désagrègent notre économie. Et donc, oui, c'est une vaccination de masse, mais c'est une vaccination de masse qui est destinée au plus vite à nous sortir de ce piège. Et je pense que dans cette vaccination de masse, il est peu douteux et les pays autour de nous font exactement la même analyse. Donc, il ne faut pas penser que l'on maltraite qui que ce soit. Il est peu douteux que ce vaccin a toute sa place et va participer massivement à nous sortir de là. Voilà, je sens qu'on n'a pas convaincu tout le monde et on le respecte, mais je voudrais en tout cas qu'il soit clair que si nous sommes derrière cette vaccination avec AstraZeneca, c'est après avoir mesuré l'ensemble des données et être convaincu qu'il a sa place dans cette campagne de vaccination et qu'il va participer à nous sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes. Et j'espère qu'avec un peu de recul, même les plus négatifs d'entre vous admettront qu'il y a là une véritable contribution à la lutte contre l'épidémie. En tout cas, on continuera à vous donner l'ensemble des données disponibles et on sait qu'elles évolueront et je pense qu'elles seront de plus en plus convaincantes pour montrer que des pays qui ont massivement vacciné avec AstraZeneca voient leur situation clinique s'améliorer comme nous l'espérons pour la Belgique. Voilà. Je me reste à remercier Jean-Michel pour de nouveau sa participation très active. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir partagé avec nous, y compris vos doutes et parfois votre irritation, puisqu'on l'a bien lu dans le chat. Le but est d'échanger, de dialoguer ensemble. Nous sommes tous dans le même bateau et je pense que c'est ensemble qu'on fera le maximum pour en sortir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi. À bientôt. Merci, à bientôt.